Carl Jung, en 1934, a écrit quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. Le plus grand danger pour votre succès ne vient pas de vos ennemis. Il vient des personnes proches qui sourient pendant que vous célébrez, mais qui intérieurement souhaitent votre chute, en ce moment même, alors que vous atteignez des sommets. Il y a des gens dans votre entourage proche qui mettent en œuvre un sabotage silencieux contre vous. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un mécanisme psychologique documenté que Jung a appelé la projection de l'ombre envieuse, et elle détruit vos meilleurs moments, sans que vous ne le remarquiez. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 phases exactes que les envieux utilisent pour drainer votre énergie lorsque vous réussissez. Vous allez apprendre à reconnaître les signaux invisibles qui révèlent l'envie déguisée en préoccupation. Et vous allez connaître le protocole de Jung pour protéger vos succès. Sans pour autant devenir un ermite, si vous avez déjà senti que chaque fois que les choses vont bien pour vous, certaines personnes proches agissent bizarrement, cette vidéo va vous expliquer pourquoi. Et ce qui va suivre va changer la façon dont vous percevez votre cercle social pour toujours. La plupart des gens croient que l'envie est évidente, qu'on la reconnaît parce que l'envieux vous attaquera directement ou parlera mal de vous dans votre dos. Erreur fatale. Jung a découvert quelque chose de beaucoup plus sinistre dans son étude de 1936 sur les dynamiques de groupe. L'envie la plus destructrice est celle qui se déguise en amour, en préoccupation, en conseil bien intentionné. Écoutez ceci attentivement. Lorsque vous racontez à quelqu'un votre nouvelle réussite, votre promotion, votre entreprise florissante, et que cette personne répond par « Es-tu sûr de toi ? Je m'inquiète que tu te surmènes ». Ils ne sont pas inquiets pour vous. Ils projettent leur propre incapacité à accomplir la même chose. Jung a appelé cela la projection de l'ombre. Ça fonctionne ainsi. La personne envieuse a une partie de sa psyché, ce que Jung appelle l'ombre, qui contient tout ce qu'elle déteste chez elle, sa médiocrité, son manque d'action, sa lâcheté à poursuivre ce qu'elle désire. Quand ils vous voient réussir ce qu'ils n'ont jamais osé tenter, leur ombre s'active. Mais au lieu de l'affronter, ils la projettent sur vous. Ils vous disent que vous prenez trop de risques, parce qu'ils ont trop peur de risquer. Ils vous mettent en garde contre le fait de perdre l'équilibre, parce qu'ils n'ont jamais eu la discipline de sacrifier le confort pour obtenir des résultats. Et voici ce qui est pervers. Ils le disent avec tellement de conviction, avec tant d'apparentes préoccupations, que vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à penser peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'exagère. C'est le premier objectif de l'envieux. Plantez la graine du doute dans votre esprit pour que votre propre peur fasse le travail qu'ils ne peuvent pas faire ouvertement. Reconnaissez-vous ce schéma? Si oui, laissez un commentaire avec. La plupart ont vécu cela sans comprendre ce qui se passait. En 1938, Carl Jung a publié un essai intitulé « Sur la psychologie de l'envie non reconnue ». Ce n'est pas un texte populaire, parce qu'il dit des vérités qui dérangent, mais les données sont claires. Jung a analysé 127 cas de personnes qui rapportaient un sabotage inexplicable dans des moments de succès. Il a découvert un schéma constant. 82% du sabotage venait de personnes de l'entourage, proches de l'individu, des membres de la famille, des amis proches, des collègues de confiance. Ça ne venait pas d'étrangers, ça ne venait pas de concurrents déclarés. Ça venait de personnes qui étaient censées les soutenir. Jung a identifié 3 phases psychologiques que l'envieux exécute de manière presque inconsciente. Faites attention à ces 3 phases, parce que lorsque vous les reconnaissez, elles deviennent impossibles à ignorer. Phase 1. Minimisation déguisée en réalisme. Lorsque vous partagez votre réussite, l'envieux la minimise immédiatement. Ah oui, je connais quelqu'un qui a fait la même chose. Bon, dans cette conjoncture économique, n'importe qui peut. Intéressant, bien qu'il faille voir si c'est durable. Ils ne disent pas « félicitations ». Ils ne demandent pas « comment vous avez fait ».
Il cherche immédiatement à réduire la valeur de votre succès pour que l'écart entre votre réussite et leur stagnation ne soit pas aussi évident. Jung a observé que cette minimisation active votre système nerveux. Votre corps sent que votre réussite n'a pas été validée. Vous cherchez plus d'approbation, vous vous expliquez trop, vous vous justifiez et dans ce processus, l'envieux a déjà gagné. Il vous a fait douter de la valeur de votre propre succès. Phase 2. Avertissement déguisé en protection. Après avoir minimisé, l'envieux passe à l'avertissement. Fais juste attention à ne pas négliger ta santé. J'espère que ça n'affectera pas ta famille. J'ai vu des cas où ça s'est mal terminé. Notez qu'il n'offre pas de conseils spécifiques basés sur une expérience réelle. Il projette des scénarios catastrophiques vagues conçus pour activer votre anxiété. Jung a appelé cela « transfert de peur ». L'envieux transfère sa propre peur de l'échec vers vous, en espérant que cette peur vous paralyse et arrête votre progression. Phase 3. Détachement émotionnel. Lorsque vous persistez, si vous ignorez les 2 premières phases et continuez à réussir. L'envieux entre dans la phase finale, le détachement. Il cesse de vous contacter aussi souvent. Leurs réponses deviennent froides. Ils vous excluent des projets sociaux. Ils parlent de vous comme si vous aviez changé. Que s'est-il réellement passé? Rien. Vous n'avez pas changé. Simplement, votre succès rend trop visible leur stagnation. Et leur psyché ne peut pas tolérer le contraste. Alors, ils vous éliminent de leur vie pour protéger leur ego. Jung l'a résumé brutalement. L'envieux préfère perdre la relation plutôt que d'affronter sa propre médiocrité. Si vous avez vécu ces 3 phases, si vous reconnaissez ce cycle, commentez. Vous devez savoir que vous n'êtes pas fou. C'est réel et c'est documenté. En 1952, après la mort de Jung, son étudiante Marie-Louise von Franz a continué ses recherches sur l'envie et la projection de l'ombre. Elle a publié une étude dans le Journal of Analytical Psychology qui a analysé 89 cas d'échecs inexplicables après un succès initial. Les résultats ont été dévastateurs. Von Franz a découvert que 76% des personnes qui ont connu un échec soudain après une réussite importante ont déclaré avoir reçu des conseils bien intentionnés de personnes proches qui les ont fait douter de leurs décisions. Un exemple de l'étude. Un entrepreneur de 34 ans avait doublé ses revenus en 6 mois. Sa famille et ses amis proches ont commencé à le mettre en garde contre le fait de trop travailler. Il lui disait qu'il perdrait son essence s'il continuait à ce rythme. Finalement, influencé par ces voix, il a réduit ses heures de travail. Il a délégué des décisions critiques à des personnes moins qualifiées. En moins d'1 an, son entreprise avait perdu 60% de ses bénéfices. Qui l'a soutenu pendant la chute? Personne. Les mêmes personnes qui vous ont conseillé ont disparu. Certains ont même commenté « On vous avait prévenu ». Von Franz a conclu que la personne envieuse ne veut pas vous aider. Elle veut valider sa croyance que la réussite est dangereuse, impossible, ou qu'elle n'en vaut pas la peine. Votre échec est sa tranquillité psychologique. Voici la brutale vérité. Ces personnes ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Leur envie opère depuis l'inconscient. Elles croient sincèrement qu'elles vous aident, mais leur ombre exécute un agenda caché. Vous arrêtez pour que vous n'exposiez pas leur propre manque d'action. Jung avait un exercice pour identifier cela. Demandez-vous, cette personne a-t-elle accompli ce que je suis en train d'accomplir? Si la réponse est non, son conseil est une projection de peur et non une sagesse basée sur l'expérience. Si cela vous est arrivé, si vous avez vu votre réussite sabotée par de bons conseils, laissez, nous allons résoudre ce problème. CAS réel 21 7 45 11. Laissez-moi vous montrer comment cela opère dans la vie réelle avec un cas documenté par Jung en 1941. Homme, 42 ans, architecte à Zurich, appelons-le Henri.
Henri venait de gagner un contrat important avec le gouvernement suisse. Son entreprise allait croître de 300%. Sa famille allait venir en Suisse. Après des années de lutte, il atteignait enfin une stabilité financière. Qui a été la première personne à s'inquiéter? Son meilleur ami depuis 15 ans, également architecte, mais sans le même niveau de réussite. L'ami lui a dit « Henri, c'est beaucoup trop grand pour toi. Tu vas devoir embaucher des gens que tu ne connais pas. Et si on te vole des idées? Et si le projet échoue et ruine ta réputation? Moi, à ta place, je refuserai le contrat et je resterai sur des petits projets où tu as un contrôle total. » Henri était conscient. Il avait étudié Jung. Il a reconnu les 3 phases immédiatement. Minimisation, beaucoup trop grand pour toi. Avertissement, tu vas perdre le contrôle. Et il savait que viendrait le détachement s'il acceptait le contrat. Alors, Henri a fait quelque chose de brillant. Il a appliqué ce que Jung appelle « confrontation avec l'ombre projetée ». Il a demandé directement à son ami « Est-ce que tu accepterais un contrat comme ça si on te l'offrait » L'ami a balbutié « c'est différent, j'ai d'autres priorités ». Henri a insisté « Non, réponds directement. Si on t'offrait ce contrat aujourd'hui, est-ce que tu l'accepterais » Silence inconfortable. Finalement, l'ami a admis « Probablement oui, mais toi, tu es différent. Tu as une famille, des responsabilités. » Henri a répondu « Exactement. J'ai une famille. C'est pour ça que j'accepte le contrat, parce que je veux leur donner une meilleure vie. Et ton conseil de refuser n'est pas basé sur ma réalité. Il est basé sur ta peur. » L'ami s'est offusqué. Ils ont cessé de se parler pendant 3 mois. Phase 3 complète, détachement émotionnel. Henri a accepté le contrat. Il a embauché une équipe excellente. Le projet a été un succès. Son entreprise a grandi. Sa famille a déménagé en Suisse. L'ami est-il réapparu? Oui. Après 6 mois, quand Henri était déjà stable, l'ami l'a contacté comme si de rien n'était. Il n'a jamais mentionné le conseil qu'il avait donné. Il n'a jamais reconnu qu'il avait tort. Jung a noté dans ses notes « La personne envieuse n'apprend pas de son erreur parce qu'elle n'admet jamais que c'était de l'envie. Elle réécrit le récit dans son esprit pour préserver son image de une personne qui se soucie des autres. » Qu'est-ce qu'Henri a fait de différent? 3 choses spécifiques que vous pouvez reproduire. Premièrement, il a reconnu les phases. Quand il a entendu « beaucoup trop grand pour toi », il a su que c'était une minimisation projetée et non une évaluation objective. Deuxièmement, il a confronté directement. Il n'a pas laissé le conseil toxique rester sans examen. Il a forcé l'ami à révéler que son conseil était une peur projetée et non de la sagesse. Troisièmement, il a maintenu sa décision malgré le détachement. Il n'a pas sacrifié son succès pour préserver une amitié basée sur la stagnation de l'autre. Jung a résumé ce cas avec une phrase brutale. « Les relations qui dépendent de votre médiocrité ne sont pas des relations, ce sont des prisons consenties. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui n'est à l'aise avec vous que lorsque vous ne grandissez pas, cette personne n'est pas votre ami. C'est le gardien de votre cage. Commentez si vous comprenez cela, parce que ce qui va suivre, c'est comment vous protéger sans devenir un ermite paranoïaque. Point de douleur. 2, 11, 13 et 30. Maintenant vient la partie que personne ne veut affronter. Parce que reconnaître l'envie chez des inconnus est facile, mais la reconnaître dans votre famille, chez vos amis de toujours, chez des personnes qui sont supposées vous aimer, cela détruit votre perception de la réalité. Jung a reçu des centaines de lettres de patients posant la même question. Comment savoir si c'est de l'envie ou s'ils se soucient vraiment de moi? La réponse était directe. Observez ce qu'ils font quand vous ignorez leurs conseils et que vous réussissez quand même. S'ils se souciaient vraiment de vous,
Ils célébreront qu'ils avaient tort. Ils diront « Tant mieux que tu ne m'aies pas écouté. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Si c'était de l'envie… » Ils feront 3 choses. 1. Ils minimiseront votre succès. Bon, tu as eu de la chance. Le timing était parfait. N'importe qui aurait réussi. On verra si c'est durable. 2. Ils trouveront le côté négatif. Mais maintenant tu as plus de stress, non? Ta famille te voit moins, c'est sûr. J'espère que tu ne négliges pas ta santé. 3. Ils se distancieront émotionnellement. Ils cesseront de demander comment ça va. Ils changeront de sujet quand vous mentionnerez vos projets. Ils vous excluront des conversations de groupe. Voici ce que Jung a averti en 1948. La personne envieuse ne peut pas célébrer votre victoire parce que votre victoire est la preuve de sa lâcheté. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, vous lui montrez que les obstacles qu'elle considère comme impossibles ne sont que des excuses pour ne pas essayer. Ça fait mal, mais c'est vrai. Et maintenant vient la question difficile. Que faites-vous avec cette information? Coupez-vous les relations? Vous isolez-vous? Cessez-vous de partager vos succès? Non, parce que cela reviendrait à permettre à l'envie des autres de contrôler votre vie. Jung avait un protocole spécifique pour cela, et il va complètement à l'encontre de ce que votre instinct vous dit. Protocole de Jung, 13 30 17 15. En 1943, Jung a écrit un essai privé pour ses étudiants intitulé « Naviguer les cercles envieux sans perdre son âme ». Il n'a été publié qu'après sa mort. Dans cet essai, Jung propose une méthode en 3 étapes qu'il a appelée « détachement conscient sans hostilité ». Ça a l'air complexe, mais c'est simple quand on le décompose. Étape 1, classification émotionnelle de votre cercle. Jung disait « Toutes les relations ne méritent pas le même niveau de transparence ». Divisez votre cercle en 3 catégories. Catégorie A, personnes qui ont démontré par des actions répétées qu'elles célèbrent votre succès. Pas seulement avec des mots, mais avec un comportement constant. Ces personnes vous demandent comment vous avez réussi quelque chose parce qu'elles veulent apprendre, pas pour minimiser. Quand vous avez un échec, elles offrent une aide spécifique, pas des phrases vides de consolation. À ces personnes, transparence totale. Partagez vos réussites, vos objectifs, vos stratégies. Catégorie B, personnes qui ont montré des signaux mixtes. Parfois, ils vous soutiennent. Parfois, ils projettent de l'envie. Ce ne sont pas des personnes toxiques à 100%, mais ce ne sont pas non plus des alliés fiables. À ces personnes, une transparence sélective. Partagez vos résultats après qu'ils soient consolidés, pas pendant le processus. Ne demandez pas leur avis sur des décisions importantes. Maintenez des conversations superficielles et cordiales. Catégorie C, les personnes qui constamment minimisent, avertissent sans fondement et se détachent quand vous avez du succès. Elles ont exécuté les 3 phases à plusieurs reprises. À ces personnes, information minimale, réponse cordiale mais vague. Tout va bien, merci. Je travaille sur quelques projets. N'entrez pas dans les détails. Ne vous justifiez pas. N'expliquez rien. Jung était catégorique. Vous ne devez aucune explication sur votre vie à des personnes qui n'ont pas mérité ce niveau d'accès par leur comportement. Cela vous semble froid? Peut-être. Mais l'alternative est de gaspiller votre énergie à vous expliquer à des personnes qui ne comprendront jamais, parce que leur envie les empêche de voir clairement. Étape 2, réponse prédéfinie pour la minimisation et les avertissements. Jung a observé que la plupart des gens se défendent quand quelqu'un minimise leur réussite ou donne des avertissements toxiques. Erreur. Se défendre, c'est donner du pouvoir à la personne envieuse pour drainer votre énergie émotionnelle. Au lieu de cela, Jung a proposé des réponses neutres, prédéfinies, qui coupent court à la conversation sans créer de conflit quand quelqu'un minimise votre réussite. Perspective intéressante. Merci de partager. N'expliquez rien. Ne vous justifiez pas. Reconnaissez simplement que vous avez écouté
et passez à autre chose quand quelqu'un donne des avertissements toxiques sans fondement. J'apprécie votre préoccupation, j'ai déjà pris ça en compte. Encore une fois, n'entrez pas dans les détails, ne leur donnez pas d'informations pour qu'ils continuent le sabotage. Coupez simplement la conversation. Jung disait, la personne envieuse cherche un engagement émotionnel. Elle cherche à ce que vous vous défendiez, que vous doutiez, que vous vous justifiez. Si vous ne lui donnez pas cet engagement, elle perd son pouvoir sur vous. Est-ce que cela fonctionne? Absolument. Parce que la personne ne peut pas vous accuser d'être hostile. Elle ne peut pas dire que vous avez été impoli, mais elle ne peut pas non plus continuer à drainer votre énergie. Étape 3. Investissement émotionnel proportionnel au comportement. Voici l'étape la plus difficile. Arrêtez d'essayer de sauver des relations avec des personnes envieuses. Jung était brutal à ce sujet. Si quelqu'un démontre constamment que votre succès le met mal à l'aise, ce malaise est son travail émotionnel, pas le vôtre. Ne sacrifiez pas votre croissance en essayant de les faire se sentir mieux avec votre progrès. Beaucoup de personnes, en particulier les personnes empathiques, tombent dans le piège de minimiser leur propre réussite pour ne pas faire se sentir mal les autres. Elles arrêtent de partager de bonnes nouvelles. Elles s'excusent d'avoir du succès. Elles évitent de mentionner des projets passionnants. C'est de l'auto-sabotage. Et Jung considérait cela comme l'une des formes les plus destructrices de trahison personnelle. Sa règle était simple. Investissez émotionnellement dans les personnes qui investissent émotionnellement dans votre succès. Les autres méritent de la cordialité, pas de l'intimité. Est-ce que cela signifie que vous coupez les relations? Pas nécessairement. Cela signifie que vous ajustez le niveau d'intimité émotionnelle en fonction du comportement de l'autre personne. Si votre frère est mal à l'aise chaque fois que vous mentionnez votre entreprise prospère, ne cessez pas de lui parler. Cessez simplement de parler de votre entreprise avec lui. Parlez de sport, de la météo, de sujets neutres. Maintenez la relation fonctionnelle sans alimenter son envie avec des informations qu'il utilisera pour vous saboter. Jung a résumé ce protocole en une phrase. Le détachement conscient n'est pas de l'hostilité. C'est la protection de votre énergie vitale pour l'investir dans des relations qui nourrissent votre croissance, pas qui la parasitent. Si cela a du sens, si vous voyez comment vous pourriez l'appliquer dans votre vie, commentez, parce qu'il reste encore le cas le plus extrême, casse réelle, 2, 17, 15, 21, Azin. Ce deuxième cas est plus perturbant, parce qu'il implique la famille directe. Jung l'a documenté en 1939. Femme, 38 ans, écrivaine à Vienne. Appelons-la Anna. Anna venait de publier son 3e livre, qui se vendait exceptionnellement bien, après des années à écrire dans l'ombre. Elle recevait enfin une reconnaissance et une stabilité financière. Qui a été la première personne à saboter? Sa sœur aînée, Maria. Maria avait toujours été celle qui réussit dans la famille. Elle travaillait dans une position administrative respectable. Elle était mariée, elle avait des enfants. Anna, en revanche, avait été considérée pendant des années comme la rêveuse irresponsable qui perd son temps à écrire. Quand le livre d'Anna a commencé à se vendre, la dynamique familiale s'est inversée et Maria n'a pas pu le supporter. Cela a commencé par la minimisation. Bon, les livres de fiction se vendent toujours. Ce n'est pas aussi impressionnant que de construire une vraie carrière. Quand Anna a ignoré le commentaire, Maria est passée aux avertissements. J'espère que tu ne vas pas quitter ton travail stable pour ça. Tu sais comment ces choses-là se passent. Un livre se vend, et puis plus rien. Ne te fie pas à ça. Anna, qui avait étudié Jung, a reconnu le schéma, elle a appliqué le protocole de détachement conscient, elle a cessé de partager des détails de sa carrière avec Maria. Lors des réunions familiales, elle maintenait des conversations cordiales, mais superficielles. Comment Maria a-t-elle réagi? Exactement comme Jung l'avait prédit. Détachement émotionnel avec du ressentiment ajouté.
Maria a commencé à dire aux autres membres de la famille qu'Anna avait changé, que le succès lui était monté à la tête, qu'elle n'avait plus de temps pour la famille. Rien de tout cela n'était vrai. Anna continuait d'assister aux événements familiaux. Elle restait cordiale. Elle avait simplement cessé de donner à Maria des informations que Maria utilisait pour la saboter. Voici le point brutal. D'autres membres de la famille, sans comprendre la dynamique, ont commencé à faire pression sur Anna pour qu'elle arrange les choses avec Maria. Ils lui disaient « C'est ta sœur, tu dois faire un effort. Pourquoi ne partages-tu pas plus de ta vie avec elle? Elle se soucie seulement de toi. » Anna s'est sentie piégée. Si elle maintenait le détachement conscient, la famille la voyait comme froide. Si elle recommençait à partager avec Maria, elle ouvrait la porte au sabotage émotionnel. Jung lui a donné un conseil que beaucoup considéreraient comme dur. N'essayez pas de faire comprendre votre famille. La plupart ne comprendront pas, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'envie déguisée en amour familial. Maintenez votre position. Ceux qui vous soutiennent vraiment le verront avec le temps. Les autres révéleront que leur loyauté est envers la paix familiale, pas envers votre bien-être réel. Anna a maintenu le protocole. Elle est restée cordiale avec Maria. Elle a continué d'assister aux événements familiaux. Mais elle n'a plus jamais partagé de détails de sa carrière avec elle. 3 ans plus tard, Anna avait publié 2 autres livres, tous 2 couronnés de succès. Maria était toujours au même travail, se plaignant des mêmes choses. Que s'est-il passé dans la famille? Les membres qui soutenaient vraiment Anna ont commencé à voir le schéma. Ils ont remarqué que Maria trouvait toujours quelque chose de négatif à dire sur les réussites d'Anna. Elles ont remarqué que lorsqu'Anna parlait d'autres sujets, Sophie était cordiale. Mais dès qu'elle mentionnait sa carrière, Sophie devenait tendue. La famille n'a pas confronté Sophie, mais ils ont silencieusement ajusté leur perception. Ils ont cessé de mettre la pression sur Anna pour qu'elle arrange la relation. Certains ont même commencé à appliquer un détachement conscient avec Sophie, quand ils ont remarqué qu'elle faisait la même chose avec eux. Jung a noté, l'envie chronique finit toujours par se révéler. Vous n'avez pas besoin de l'exposer. Vous avez juste besoin de vous en protéger et de laisser le temps montrer le schéma à ceux qui sont prêts à voir. Anna et Sophie ont-elles retrouvé une relation intime? Non, mais elles entretiennent une relation fonctionnelle lors des événements familiaux. Elles parlent de sujets neutres. Il n'y a pas d'hostilité ouverte. Simplement, une distance émotionnelle basée sur le comportement historique de Sophie. Jung considérait cela comme une victoire. Toutes les relations ne peuvent pas être intimes. Certaines ne peuvent être que fonctionnelles. Acceptez cela. C'est la maturité psychologique. Avez-vous déjà dû vous distancer consciemment d'une personne proche à cause de ce schéma? Commentez si vous avez vécu cela. La plupart portent une culpabilité inutile pour s'être protégés de l'envie familiale. Continuation, 21, 24, 30. Maintenant vient la partie qui sépare ceux qui comprennent vraiment Jung de ceux qui ont seulement lu des phrases motivationnelles sur Instagram. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent a un problème. Cela donne l'impression qu'il faut vivre dans un état d'alerte constant, analysant chaque interaction, se méfiant de tout le monde. Ce n'est pas ce que Jung proposait. En fait, Jung a mis en garde contre cela spécifiquement. En 1944, il a écrit « Le danger de reconnaître l'envie chez les autres est de tomber dans la paranoïa projetée, où vous voyez de l'envie là où il n'y en a pas, et vous finissez par vous isoler de relations authentiques par peur. » Alors, comment différenciez-vous entre précaution saine et paranoïa destructrice? Jung avait une règle simple: juger par un comportement consistant sur la durée, pas par des incidents isolés. Si quelqu'un fait un commentaire minimisant une fois, ça peut être un mauvais jour, ça peut être de la maladresse sociale, ça peut être beaucoup de choses.
Mais si quelqu'un constamment, pendant des mois ou des années, montre le schéma en 3 phases, minimisation, avertissement, détachement, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'envie qui opère depuis l'inconscient. Jung a également mis en garde contre quelque chose qu'il a appelé projection inverse. Supposez que parce que quelqu'un ne célèbre pas votre réussite de la manière dont vous l'espérez, il est automatiquement envieux. Parfois, les gens ont leur propre lutte. Parfois, ils traversent des crises personnelles qui n'ont rien à voir avec vous. Parfois, ils ne sont simplement pas expressifs émotionnellement. La clé est d'observer, cette personne est-elle aussi distante avec les réalisations des autres ou seulement avec les miennes? Agit-elle différemment quand je parle d'échec versus quand je parle de réussite? Si la froideur est générale, c'est probablement sa personnalité. Si la froideur apparaît spécifiquement quand vous réussissez, c'est de l'envie. Jung disait « La précision diagnostique requiert une observation patiente, pas des conclusions hâtives ». Ça a du sens? Commentez si vous voyez l'importance de cette différenciation. Application pratique 24 30 27 45. Maintenant, passons à la pratique, parce que comprendre la théorie ne sert à rien si vous ne savez pas comment l'appliquer demain. Quand votre beau-frère, votre collègue de travail ou votre ami d'enfance exécute l'une des 3 phases, voici le protocole exact, étape par étape, que vous pouvez utiliser immédiatement. Situation 1. Vous venez de réaliser quelque chose d'important et vous voulez le partager avant de partager. Demandez-vous, dans quelle catégorie se trouve cette personne, A que B ou C? Si c'est catégorie A, partagez avec des détails. Ces personnes ont gagné ce niveau d'accès. Si c'est catégorie B, partagez le résultat final, pas le processus. J'ai obtenu la promotion, pas je suis en train de négocier une promotion et je suis en train de considérer. Si c'est catégorie C, ne partagez pas. S'ils demandent directement. Répondez vague, je travaille sur des projets intéressants. Situation 2. Quelqu'un minimise votre accomplissement avec « Ah, je connais quelqu'un qui a fait la même chose » ou « Bon, n'importe qui peut probablement ». Réponse immédiate. Perspective intéressante. Pause. Changement de sujet. Ne vous défendez pas. N'expliquez pas pourquoi votre accomplissement est significatif. Ne leur donnez pas d'énergie émotionnelle. S'ils insistent, s'ils continuent à minimiser, dites clairement, nous voyons cela différemment. Parlons d'autre chose. Jung appelait cela coupure émotionnelle nette. Ne créez pas de conflit, mais ne permettez pas non plus que la ponction continue. Situation 3. Quelqu'un donne des avertissements toxiques. Fais attention à « j'ai vu des cas où… es-tu sûr que… » Réponse immédiate, j'apprécie ta préoccupation. J'ai déjà considéré cela. S'ils insistent sur le fait que tu devrais vraiment t'inquiéter de cela, dites, je fais confiance à mon évaluation des risques. Si j'ai besoin de conseils, je te les demanderai directement. Cela fait 2 choses. Premièrement, ça clôt la conversation. Deuxièmement, ça leur dit que vous n'acceptez pas de conseils non sollicités. Jung était emphatique à ce sujet. Le conseil non sollicité est presque toujours une projection déguisée en aide. Situation 4. Vous remarquez un détachement émotionnel après avoir partagé des succès. Réponse. Ne poursuivez pas. N'essayez pas d'arranger la relation. Ne vous excusez pas d'avoir du succès. Ajustez simplement la catégorie de cette personne de A ou B à C. Réduisez la transparence dans les interactions futures. S'ils vous confrontent avec « tu as changé, tu ne partages plus rien avec moi ?» Répondez « j'ai ajusté avec qui je partage quelles informations ?» Basé sur la façon dont les gens réagissent, ça fait partie de la maturation. Ce n'est pas hostile, mais c'est direct. Jung disait « l'honnêteté sans cruauté est possible. Ça demande de la pratique. »
Voyez-vous comment cela est applicable immédiatement? Ça ne requiert pas de confrontation dramatique, ça ne requiert pas de couper des relations, ça requiert seulement d'ajuster les niveaux de transparence, basés sur un comportement observé. Commentez si cela vous donne des outils concrets que vous pouvez utiliser. Estudio Scientifico. Dagel 2, 27, 45, 30. Vous devez savoir que ce n'est pas seulement une théorie psychologique abstraite. Il y a des données qui valident tout ce que Jung a proposé. En 1967, 15 ans après la mort de Jung, le psychologue social américain Abraham Tesser a publié une étude intitulée Toward a Self-Evaluation Maintenance Model dans le Journal of Personality and Social Psychology. Tesser n'étudiait pas Jung spécifiquement, il étudiait comment les gens maintiennent leur auto-évaluation quand d'autres proches ont du succès. Il a découvert exactement ce que Jung avait prédit des décennies auparavant. L'étude a analysé 340 couples d'amis proches. À un ami, on donnait une tâche dans laquelle il pouvait exceller, pendant que l'autre observait. Quand l'ami observateur sentait que la tâche était pertinente pour sa propre identité. Son auto-évaluation chutait dramatiquement en voyant l'autre avoir du succès. Et cela activait des comportements défensifs, minimisation de la réussite de l'autre, création d'une distance sociale et, dans certains cas, sabotage direct. Mais, quand la tâche n'était pas pertinente pour l'identité de l'observateur, il célébrait, sincèrement, le succès de l'ami. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques ? Cela signifie que votre ami architecte frustré va ressentir de l'envie quand vous aurez du succès en architecture, mais il célébrera probablement si vous avez du succès en cuisine, parce que cela ne menace pas son image de soi. Tesser a appelé cela Self-Evaluation Maintenance Theory, la théorie du maintien de l'estime de soi. Jung, lui, l'avait appelé projection de l'ombre envieuse dans les domaines d'échec personnel. Même phénomène, différents noms. Voici l'application pratique. Quand vous allez partager une réussite, considérez si la personne avec laquelle vous la partagez a un échec ou une frustration dans ce domaine spécifique. Si votre frère a toujours voulu être écrivain, mais n'a jamais osé, ce n'est probablement pas la meilleure personne avec qui partager que vous venez de publier un livre. Ce n'est pas parce qu'il est une mauvaise personne. C'est parce que sa psyché ne peut pas traiter votre succès dans le domaine de son échec sans activer des mécanismes défensifs. Jung disait « la compassion véritable, c'est de ne pas mettre les gens dans des situations où leur ombre les obligera à se comporter de façon qu'ils regretteront ensuite. » Ça paraît contre-intuitif, peut-être, mais c'est une protection mutuelle. Vous protégez votre énergie de son envie et vous protégez son image de soi, de comparaisons douloureuses. Si vous comprenez cela, si vous voyez comment cela change complètement votre stratégie, de savoir avec qui partager quoi, commentez avec un fermeture, avec appel à l'action. 32D. Alors, résumons tout ce que vous devez retenir de cette vidéo. 1. L'envie la plus dangereuse est celle qui se déguise en préoccupation. Elle vient des personnes proches. Elle opère en 3 phases. Minimisation, avertissement toxique, détachement émotionnel. 2. Le protocole de Jung est le détachement conscient, sans hostilité. Vous classez votre entourage en catégorie A, B, C. Vous ajustez la transparence basée sur un comportement consistant, pas sur des incidents isolés. 3. Toutes les relations ne peuvent pas être intimes. Certaines ne peuvent être que fonctionnelles. Et c'est très bien comme ça. La maturité, c'est l'accepter, sans culpabilité. 4. Juger par le comportement, sur la durée. Utilisez des réponses prédéfinies pour la minimisation et les avertissements. Ne courez pas après celui qui se détache émotionnellement de votre succès.
5. Partagez vos réussites avec des personnes qui ont démontré qu'elles célèbrent votre croissance. Ne mettez pas les autres dans des situations où leur ombre les forcera à vous saboter. Jung a terminé son essai de 1943 avec cette phrase « La croissance personnelle requiert une solitude sélective ». On ne peut s'élever en portant le poids émotionnel de ceux qui choisissent de rester au sol. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si vous avez reconnu des schémas que vous avez vécus, si vous savez maintenant comment vous protéger, sans vous isoler, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire avec « Et dites-moi, quelle phase vous avez reconnue chez quelqu'un de proche ?» Je veux savoir que cela a résonné. Deuxièmement, si ce contenu vaut la peine, considérez faire un super thanks. Cela me permet de continuer à créer du contenu profond, basé sur Jung, pas des inepties motivationnelles superficielles. Troisièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez, entouré d'envieux, déguisé en gens qui se soucient de vous. Parfois, une vidéo est le catalyseur dont quelqu'un a besoin pour arrêter de sacrifier son succès, pour préserver des relations toxiques. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, une analyse profonde de Carl Jung appliquée aux dynamiques sociales modernes, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine vidéo portera sur comment Jung détectait les psychopathes dans les environnements professionnels. Ne la manquez pas. À bientôt pour la prochaine.